Lundi 3 mars, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avec moi autour de cette table pour ce morning, Cyril Amar, bonjour, pour la revue de presse à laquelle on va passer d'ici quelques secondes. Et Daniel Haïk, bonjour à vous. Merci également. Alors une partie de morning largement consacrée à cette manifestation hier. C'était prévu comme la manifestation du million. Finalement, 300 000 personnes se sont retrouvées dans les rues de Jérusalem pour protester contre un projet de loi dont vous allez nous parler. Oui Nathalie, un jour peut-être revêtiront-ils le kaki de l'uniforme militaire, mais hier la couleur dominante à Jérusalem c'était le noir. Ils étaient des centaines de milliers, titre le Maariv, 600 000 environ à défiler dans les rues de la capitale pour protester contre le projet de réforme qui entend mettre fin à leur exemption de service militaire. Une véritable marée humaine, une marée noire comme cette image en une du Maariv, une fervente prière pour conjurer le sort et ne pas avoir à servir sous les drapeaux. Ce fut une manifestation impressionnante en tout point de vue, écrit Shalom Yerushalmi dans le Maariv. De par sa modération d'abord, sans incident, elle s'est achevée par une farandole géante, comme en témoigne ce splendide cliché pris par le photographe du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Mais une manifestation pour protester contre quoi, s'interroge la grande plume du journal. Eh bien contre une réforme qui en réalité n'en est pas une, car qu'on se le dise, la loi sur la conscription est en réalité une loi pour la non-conscription des ultra-orthodoxes. Alors pourquoi sont-ils descendus aussi nombreux dans les rues ? Eh bien pour une démonstration d'unité, écrit le journal, une unité trompeuse que seules les menaces des sanctions pénales à l'encontre des futurs déserteurs ont réussi à rassembler. Car s'ils portent tous une redingote, les Haredim appartiennent à un monde hétéroclite et divisé, écrit le journaliste. Une manifestation qui mène nulle part, titre de son côté le Yediot Aharonot. Les juifs ultra-orthodoxes savent que la loi est passée, que le mal est fait. La manifestation d'hier sert avant tout un objectif interne, écrit Nahum Bardea dans les colonnes du quotidien à grand tirage, réunir tous les courants, toutes les cours de rabbins, lituaniens et chassidiques, séfarades et ashkénazes. Séfarades et ashkénazes d'ailleurs comme ces deux grands rabbins d'Israël qui ont participé hier à la manifestation, ce qui déplaît d'ailleurs fortement aux Yediot, qui rappelle à ses lecteurs qu'en tant que fonctionnaires payés par l'État, ils auraient dû évidemment s'en abstenir. Comment les Haredim peuvent-ils hurler à la persécution religieuse, s'écrit de son côté Yoaz Hendel, l'ancien conseiller de Binyamin Netanyahou. Jamais, non jamais dans l'histoire du peuple juif, il n'y a eu autant d'écoles talmudiques et de juifs étudiant la Torah que dans l'État juif souverain qu'est Israël. Et le Maariv, regardez, met en exergue ce matin les propos tenus par le chef d'état-major de l'armée israélienne. C'était hier devant un bataillon de conscrits religieux précisément. Pour faire face aux défis sécuritaires, a-t-il dit, Israël a besoin du concours de tout le monde. Benny Gantz qui s'est laissé tenter par une drôle de comparaison, à vous de juger, pour justifier le service militaire des jeunes ultra-orthodoxes. À Auschwitz, a-t-il dit, les nazis ne faisaient pas de différence entre nous. On était tous envoyés au four crématoire, avec ou sans kippa, avec ou sans barbe. Et voilà, donc pour cette revue de presse, merci Cyril. Daniel, vous en pensez de quoi, de la couverture de la presse israélienne ce matin de cette manifestation ? Oui, écoutez, c'est effectivement disons, c'est présenter les choses de la manière dont la presse israélienne généraliste peut la présenter. Je crois que le fond du problème, c'est que la presse généraliste ne comprend pas véritablement le monde orthodoxe. C'est un monde complexe à comprendre et pour le comprendre, il faut essayer de dialoguer. Et je crois que quelque part, ce qui manque là-dessus, effectivement, on a l'impression que cette manifestation ne va mener nulle part. C'est que finalement, il y a un dialogue de sourds. Et ce dialogue de sourds, il existe, il se prolonge depuis la création de l'État d'Israël entre la population laïque et la population orthodoxe. Et je crois que quelque part, il faudrait que l'on essaye d'instaurer un dialogue, peut-être pas au niveau des dirigeants de l'État, au niveau des dirigeants politiques, parce que là, effectivement, le problème est politique. Comme l'a dit Nahum Bardea, c'est vrai, c'est un problème politique. Il y a derrière cela des intérêts politiques de part et d'autre, de la part de Yair Lapid, de la part des orthodoxes. Mais il faut essayer d'instaurer un dialogue entre gens de bonne volonté, des gens qui veulent essayer véritablement de vivre ensemble sur cette même terre. Comment faire pour vivre ensemble ? Et cela doit passer par le dialogue, pas par la coercition. Alors on va y revenir dans quelques instants. Merci à vous Cyril pour cette revue de presse. Voilà, cette manifestation, c'était donc prévu comme manifestation du million. 300 000 ultra-orthodoxes se sont donc retrouvés hier dans les rues de Jérusalem. On fait tout de suite le point avec David Klezewski dans ce reportage.
Ils sont venus danser, chanter, prier et surtout réaliser une démonstration de force. De 300 à 400 000 juifs orthodoxes ou ultra-orthodoxes se sont massés à l'entrée de Jérusalem. Exceptionnellement, les femmes ont été autorisées à participer au cortège dans des espaces qui leur ont été spécialement réservés. La route principale menant à la capitale a été fermée à la circulation. Plusieurs milliers de policiers ont été mobilisés. Pourtant divisées, les communautés orthodoxes ont aujourd'hui réuni leurs forces. Mot d'ordre, lutter contre un projet de loi qui obligerait certains de leurs membres à participer au service militaire obligatoire. Jusqu'à présent, les juifs qui étudient à temps plein dans des écoles talmudiques avaient le droit d'être exemptés pour des raisons religieuses. 3 ans à l'armée, c'est 3 ans de moins consacrés à l'étude des textes bibliques. Le texte du Parlement limite le nombre d'étudiants qui pourraient étudier la Torah. C'est un texte avec lequel nous sommes en désaccord. Nous pensons que le futur et la continuation de la nation juive dépendent du nombre de citoyens qui vont étudier. Qui la Torah est importante, pour qui les valeurs du judaïsme sont importantes, est venu se réunir ici et tous ensemble nous sommes venus envoyer un message très clair à M. Benjamin Netanyahou. Jusqu'à présent nous avons été à tes côtés, jusqu'à présent nous avons été alliés et tu nous as fait ce qu'aucun président, aucune personne en Israël n'a osé faire, je dirais. Ce qu'aucun pouvoir n'a osé faire, c'est cette promesse de campagne à la suite des élections de 2013, réaliser l'égalité du fardeau. En clair, contraindre les juifs orthodoxes à faire l'armée comme tout le monde. Le mois dernier, le Parlement israélien a adopté en comité un texte qui va dans ce sens et qui prévoit même des sanctions pénales pour ceux qui refuseraient malgré tout de servir sous les drapeaux. Mais sûrs de leur nombre et de leur force, certains des orthodoxes affirment qu'une loi, même adoptée par les députés, ne changera pas leur façon de vivre. Je pense que personne ne s'attend vraiment à ce que la loi ne change quoi que ce soit sur le terrain. C'est un effet d'annonce et nous sommes venus prier contre cet effet d'annonce, pas vraiment contre ce qui pourrait se passer. En Israël, les partisans du projet de loi estiment que l'initiative du gouvernement constitue malgré tout une avancée sans précédent, à condition qu'elle ne mette pas en péril l'unité de la nation, prévient ce soir le président du Parlement, Yuli Edelstein. Voilà, alors on l'a entendu, hein, Daniel, dans ce reportage, le mot de trahison lancé par quelques-uns des manifestants. Oui, il y avait dans cette manifestation beaucoup de colère en direction de Benjamin Netanyahou. C'est vrai que le responsable de cette loi, c'est Yair Lapid, c'est lui qui a promu cette loi au cours des derniers mois, c'est lui qui a voulu la développer, mais les accusations les plus vives ont été portées contre Benjamin Netanyahou. On accuse le Premier ministre d'avoir brisé une forme d'alliance qui a existé, on va dire, depuis les 30 dernières années, même si Benjamin Netanyahou n'était pas encore à l'époque au pouvoir, mais depuis Menachem Begin, le Likoud et les orthodoxes ont toujours fait bon ménage ensemble. Et parce qu'il y avait une sorte de proximité, même idéologique, l'importance de la terre d'Israël, cela existe aussi dans la communauté orthodoxe. Et c'était valable donc pour le mouvement nationaliste. Aujourd'hui, on a le sentiment que Benjamin Netanyahou a trahi et qu'il a fait alliance pour des raisons uniquement politiques avec Yair Lapid. Et il y a donc une forme de frustration de la part de la communauté orthodoxe, et on a le sentiment quelque part que Benjamin Netanyahou a délibérément mis de côté cette communauté orthodoxe, alors que justement, comme je le disais tout à l'heure, il était de son rôle de leader d'aller au-devant de cette communauté pour essayer de dialoguer, pour essayer de comprendre un peu quels étaient ses desiderata, quelle était l'importance de ce message de l'étude de la Torah dans la société Alors là, vous nous israélienne. parlez de la méthode, mais pas forcément du fond. Le fond, il a son importance. Qui est capable de résoudre ce problème et comment ? Aujourd'hui, il y a pas de véritable, comme je le disais, il n'y a pas de véritable dialogue. Donc le problème, il va se résoudre soit par l'imposition, soit par la force il y a une autre solution. Il y a une solution de dialogue, comme je le disais tout à l'heure. Essayer de dialoguer entre gens de bonne volonté, des universitaires, des rabbins qui puissent s'asseoir ensemble et essayer de trouver une solution. Parce que finalement, dans le fond du problème, et lorsque moi, par exemple, je discute avec des rabbins orthodoxes, eh bien, il est clair que il y en a beaucoup qui le disent à demi-mot, qui reconnaissent que ceux qui n'étudient pas la Torah de manière assidue, les élèves qui ne s'assoient pas pendant 10 ou 15 heures par jour sur l'étude, les textes du Talmud, etc., eh bien, il faut qu'ils aillent à l'armée. Il faut qu'ils participent à l'effort national. Mais ils hésitent à le dire parce qu'ils craignent justement un effritement de cette communauté. Ils craignent que cette communauté qui est soudée, on l'a vu ici, c'est vrai que
c'est vrai qu'elle est hétéroclite, c'est vrai qu'elle est hétérogène. Et il y a toutes sortes de courants à l'intérieur du monde racidique, à l'intérieur du monde lituanien, c'est toutes sortes de sous-courants qui sont très intéressants à découvrir. Mais il y a une société qui a un objectif majeur, préserver la flamme de l'étude de la Torah. Ils ont un objectif et ils le revendiquent. Ils le revendiquent, mais ils n'arrivent pas à le faire passer. Et de l'autre côté, Yair Lapid dit aller à l'armée coûte que coûte. Il n'y a pas un bras de fer qui va se dessiner entre les deux parties. Il n'y a pas de bras de fer, il y a un dialogue de sourds. Et tant qu'on n'arrivera pas à trouver les moyens de se comprendre, il n'y aura pas de solution. L'un tentera d'imposer une solution, comme Yair Lapid, et les Haredim sortiront dans la rue massivement et montreront qu'ils sont contre. De toutes les manières, on est clair, tout le monde sait aujourd'hui, même dans le monde orthodoxe, qu'il n'y aura pas d'élèves orthodoxes qui risquent d'être emprisonnés à la suite d'un refus de service. La loi ne sera pas appliquée. La loi, si elle doit être appliquée, elle est appliquée en 2017 ou en 2018. Cela donne beaucoup de temps. On en a déjà parlé. D'ici là, il peut y avoir un autre gouvernement, y compris un gouvernement avec des orthodoxes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que il peut y avoir un changement, et je le sens par les discussions que j'ai avec certains responsables orthodoxes. Il peut y avoir même un changement d'orientation. Même si cela peut paraître surprenant et même contradictoire, il est possible que l'on retrouve une forme d'alliance entre les orthodoxes et la gauche israélienne, une gauche israélienne qui aspire à revenir au pouvoir. Et il y a des orthodoxes qui disent aujourd'hui, finalement, cette alliance avec la droite nationaliste, elle nous a beaucoup plus coûté qu'elle nous a apporté. Aujourd'hui, peut-être que tout simplement, il faut dépassionner ce débat. Nous allons peut-être dans un prochain gouvernement, nous envisagerons de pactiser avec la gauche israélienne, cette gauche qui est intéressée par nos voix, c'est tout simplement, c'est de la politique, elle est intéressée par nos mandats, et essayer d'obtenir en contrepartie des subventions pour notre communauté. Il y a une forme de séparatisme que la communauté orthodoxe maintient, et ça c'est le problème, c'est d'une certaine manière cette incapacité d'essayer de comprendre l'autre, c'est toujours c'est à mon avis le grand problème. La deuxième solution, en une minute, c'est peut-être d'essayer d'envisager, aujourd'hui dans une société israélienne qui est malgré tout plus démilitarisée, d'essayer de voir si finalement ce partage du fardeau c'est encore d'actualité. Est-ce que finalement on ne peut pas envisager une armée qui serait une armée professionnelle dans laquelle tout le monde ne serait pas obligé de s'enrôler, et que finalement il y ait besoin d'un service national qui contribuera à la société israélienne, dans lequel par exemple les orthodoxes auraient leur place. Un service civique, c'est peut-être l'une des solutions. Concrètement, cette manifestation, on appelait la manifestation du million, 300 000 personnes sont descendues dans les rues, c'est un succès ou un échec? Non, c'est pas un échec. C'est-à-dire, pour le monde orthodoxe, c'est certainement pas un échec. Il a fait sa démonstration de force et d'unité. 300 000 personnes, ce sont les chiffres de la police. Mais les organisateurs dans les radios orthodoxes, dans les médias orthodoxes, ce sera près d'1 million, ce sera 600 000. Vous savez, le chiffre 600 000, c'est un symbole. Il y avait 600 000 juifs le jour du don de la Torah, il y a 3500 ans, dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï. Il fallait qu'il y en ait presque autant aujourd'hui pour affirmer que la flamme de la Torah reste vivace dans cette communauté. D'une certaine manière, le pari a été rempli, a été réussi par la communauté orthodoxe. Alors les orthodoxes, ils représentent 10% de la société israélienne. Est-ce que le gouvernement peut se permettre d'ignorer leurs revendications ? Au niveau politique, oui. Au niveau politique, c'est ce qu'elle fait, c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Il a mis de côté les partis orthodoxes. Les partis orthodoxes sont dans l'opposition aujourd'hui, donc ils peuvent se permettre d'ignorer leurs revendications. S'il n'y a pas de dialogue au niveau social, cela pose un vrai problème. Vous aviez parlé d'une des solutions, hein, le service civique ou civil en tout cas. Il y avait une autre solution pour les sionistes religieux qui avait été fortement débattue les années précédentes. C'était les yeshivot pour les sionistes religieux. Est-ce qu'on peut penser à une même solution pour les orthodoxes? Écoutez, on pourrait envisager toutes les solutions. Je vous donne une solution qui pourrait paraître... On pourrait par exemple transposer une yeshiva ultra-orthodoxe dans un camp militaire et permettre aux ultra-orthodoxes d'étudier toute la journée la Torah, comme ils le souhaitent, mais en uniforme de l'armée israélienne, avec à la fin 1 heure d'exercice physique ou de tir, d'apprendre.
On pourrait envisager cette solution. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Le monde orthodoxe se sent sur la défensive. Il veut essayer de faire passer ce message. Je ne suis pas certain qu'il l'ait fait passer parce que c'est un message qui passe très mal, qui a du mal à passer dans la société israélienne, qui ne comprend pas pourquoi l'immense majorité des jeunes à 18 ans iraient à l'armée et une partie n'irait pas. Mais il veut essayer de faire passer l'importance suprême pour lui de l'étude de la Torah dans une société juive, dans une société israélienne. Votre message à vous ce matin, c'est le dialogue. Le message des politiciens israéliens, c'est l'intégration. Et on sent la société israélienne plus divisée que jamais ce matin. L'intégration par la force ne pourra pas se faire. L'intégration par la force ne pourra pas se faire. Il y avait une forme d'intégration au cours des dernières années. Il y a eu de plus en plus d'orthodoxes qui sont allés dans l'armée israélienne. Il y a eu de plus en plus qui sont passés par l'armée, qui après sont rentrés dans la vie active. Il y a aujourd'hui, on le dit pas assez, 40% des hommes orthodoxes qui travaillent malgré tout. Cela s'est fait de manière plus ou moins naturelle. À partir du moment où il y a une forme de coercition de la part du gouvernement, de la part des autorités, le mouvement orthodoxe se replie, se rétracte sur lui-même, se replie sur lui-même dans ses communautés. Et à partir de ce moment-là, et aujourd'hui, j'ai parlé avec des responsables de ce qu'on appelle le Nachal Haredi, sont les unités orthodoxes qui servent dans l'armée israélienne. Eh bien, ils disent aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui osent outrepasser la parole des rabbins, qui sont les grands dirigeants, et rentrer dans le service militaire. Et voilà la main invisible. Merci beaucoup Daniel Haïk d'avoir été avec nous ce matin. Restez sur ce plateau à suivre l'Ukraine qui accuse la Russie de déclaration de guerre. C'est Boaz Bismuth qui viendra nous en parler. Merci de nous retrouver, vous êtes sur i24 News. C'est le morning avec moi sur ce plateau Betsabé Salem, bonjour. Bonjour Nathalie. Et Boaz Bismuth, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors on va largement parler à présent d'Ukraine, hein. On l'a vu, la mainmise de la Russie sur la Crimée qui est désormais un fait accompli. Et puis on reparle évidemment également de ce premier pas important qui a été franchi hier soir. Le président russe Vladimir Poutine qui a accepté la proposition formulée par Angela Merkel de mettre en place une mission pour engager un dialogue. Sera-t-il suffisant ou pas? On en rediscutera. Mais pour l'heure, ce que vous avez décidé de nous dire ce matin, on reparle de la souveraineté de l'Ukraine, de l'intégrité du territoire ukrainien, avec finalement un aveu d'impuissance de l'ONU et des puissances occidentales. Hein. Exactement. Et je pense que c'est aujourd'hui le sujet d'actualité parce que tout le monde ici se demande que va faire le monde. Mais regardez un petit peu aujourd'hui la valeur d'un document. Alors avant cela, parlons un petit peu peut-être de ce conflit en Ukraine aujourd'hui, qui est peut-être, à mon sens, pour moi, le plus grand test du président Obama, le président américain, depuis qu'il est rentré à la Maison-Blanche en janvier 2009. Bien sûr, c'est aussi un grand test pour Poutine, pas seulement pour préserver, bien sûr, les intérêts russes en Ukraine, ou aussi pour garantir la sécurité de ses citoyens, mais c'est aussi un test pour Poutine qui veut un petit peu restaurer la puissance russe qui était d'OTAN. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus grand test, effectivement, c'est voir la valeur d'un papier, la valeur d'un accord, la valeur d'un traité. On se souvient très bien dans l'histoire, bien sûr, il y a cet accord des années 20 entre la Pologne et la France. Puis lorsque les nazis rentrent en Pologne en 1939, eh ben, les Alliés n'ont pas d'autre choix que de réagir. On pense aussi à d'autres accords, parce que depuis, bien sûr, on a vu que les accords ne garantissaient pas toujours une sécurité pour un territoire. On a vu ça très bien au Vietnam, 73, les accords de Paris, Nord-Sud, américains qui signent bien sûr. Et puis lorsque la Nord-Corée viole un peu les accords de Paris et disent que ces accords sont caducs en 75 et envahissent le territoire du Sud, eh ben, le monde ne fait rien. Le président américain de l'époque, Gerald Ford, est là à regarder. Puis il y a d'autres sortes d'accords. Il y a bien sûr les accords de Munich que nous connaissons tous, un peu des accords honteux, aussi bien pour ceux qui le signent et bien sûr aussi ceux qui ont la violation de cet accord. Et maintenant, on arrive bien sûr aux accords en Ukraine. Alors en 1994, la Russie n'était pas la Russie que l'on voit aujourd'hui. La Russie n'était pas aussi costaud. Elle ne rêvait pas de restaurer un peu cette puissance. L'armée aussi russe était aux abois. Les Ukrainiens acceptent de céder bien sûr leurs armes nucléaires. Ils les donnent aux Russes, qui bien sûr qui les détruisent. Et puis ce que l'on voit, c'est Américains
Américains, Britanniques, Ukrainiens et les Russes de Yeltsin à l'époque, pas de Poutine, qui signent un accord dans lequel on garantit la souveraineté de l'Ukraine. Est-ce que l'on voit aujourd'hui une garantie de la souveraineté de l'Ukraine? La mainmise sur la Crimée des Russes est déjà faite. Pour eux, bien sûr, c'est un territoire qui est à eux. Ils oublient bien sûr qu'en 1954, Khrouchtchev leur a offert. Et puis finalement, le monde, est-ce qu'il fait réellement quelque chose? Va-t-il faire quelque chose? Le grand drame de cette histoire, c'est qu'il y a un traité, il y a un accord, mais on ne peut rien faire contre lui parce que le monde change, les puissances changent et l'opinion publique change. L'opinion publique, justement, Boaz, vous étiez sur place en Ukraine il y a tout juste quelques jours. Vous êtes fraîchement débarqué de Kiev. Ils veulent quoi, les Ukrainiens? D'abord, la première chose qui m'a beaucoup frappé, c'est, vous savez, les dernières années, les derniers mois, on voit beaucoup de, des peuples qui sortent dans la rue. C'est maintenant un grand phénomène de mode. Ça peut être dans le monde arabe, ça peut être en Europe, ça peut être en Amérique, à Toronto, au Canada, ça peut être même en France, et bien sûr ici à Tel Aviv, à Sderot-Rothschild, on l'a vu il y a 2 ans, je pense. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est un petit peu, voir une population qui n'est pas du tout contente, qui est très désabusée, qui était très inquiète, comme si elle voyait venir la suite que l'on voit aujourd'hui, cette grosse inquiétude. Maintenant, pour eux, ce qu'ils veulent, réellement, je dirais que la plus grande frustration des Ukrainiens, de l'Europe, des Américains, et peut-être les Russes le savent très bien, parce qu'ils connaissent très bien, ça leur appartenait il n'y a pas très longtemps, c'est savoir et voir sur place à quel point l'Ukraine, c'est 2 peuples avec un seul drapeau. C'est ça, vous l'avez senti, cette partition, un peuple, une partie de la population pro-russe, une autre partie pro-européenne? Mais vous le ressentez, et puis vous ajoutez bien sûr la 3e aussi catégorie, qui est la catégorie ukrainienne, très fière, nationaliste. Mais vous voyez vraiment cette division, les Russes d'un côté, les Ukrainiens de l'autre. Il faut savoir que même ceux qui sont ukrainiens ou pro-européens, ils ne peuvent pas se détacher de la Russie. C'est ça peut-être le grand drame, et c'est peut-être pour cette raison-là que Poutine est censé gagner cette bataille. La première chose, c'est que lui, il a un plan. Les Occidentaux ne voyaient pas venir. Première chose. Deuxième chose, c'est que la population elle-même, même si demain elle veut se détacher des Russes, peut-elle le faire? Le gaz, très important, vous savez, c'est pas Saint-Tropez au niveau du climat en Ukraine. Deuxième chose, l'économie. Troisième chose, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, la Grèce qui était aux abois, la Grèce qui demandait de l'aide à l'Union européenne. Eh bien, la Grèce, elle est tombée, elle a presque fait tomber l'Union européenne avec elle. Donc je dirais que c'est très joli l'Europe qui parle des beaux discours sur la démocratie, mais il faut après payer bien sûr la facture, et là, les Russes attendent. Après les paroles, les actes. Merci, Boaz, d'avoir été avec nous ce matin. Lundi 3 mars, tout de suite un rapide rappel des titres. C'est un premier pas très important qui a été franchi hier soir en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a accepté la proposition formulée par Angela Merkel de mettre en place une mission pour engager un dialogue politique avec Kiev. Cette nuit, les dirigeants des pays du G7 ont dénoncé la claire violation de la souveraineté de l'Ukraine par Moscou. Ils ont annoncé la suspension de leurs préparatifs en vue du sommet du G8 à Sochi en juin prochain. John Kerry qui se rendra sur place demain. Benjamin Netanyahou est en visite aux États-Unis. Il est reçu à la Maison-Blanche ce soir dans un contexte tendu. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens ont recommencé en juillet dernier sous l'égide des États-Unis et aucun progrès ne semble avoir été fait. Il semblerait même que ce soit l'inverse, les déclarations des uns et des autres alimentant la tension et l'objectif d'un accord cadre pour fin avril semble totalement irréaliste. Ils étaient plus de 300 000 à défiler hier dans les rues de Jérusalem. Les ultra-orthodoxes manifestaient contre la conscription, une nouvelle loi qui pourrait être votée dans les semaines à venir, projette de ne plus exempter les étudiants des écoles talmudiques du service militaire. Une exemption dont cette frange de la société israélienne, qui représente 10% de la population, bénéficiait depuis la création de l'État. Une première à Hollywood, le film coup de poing de Steve McQueen sur l'esclavage remporte l'Oscar du meilleur film. 12 Years a Slave avait déjà remporté le trophée du meilleur second rôle féminin et celui de la meilleure adaptation, mais c'est la première fois qu'un réalisateur noir remporte ce trophée. Voilà donc pour les titres. Betsabé, nous sommes avec vous à présent. Vladimir Poutine qui a accepté la proposition d'Angela Merkel, on le disait dans les titres, prend un groupe de contact, commencer à discuter avec l'Ukraine. Et dans le même temps, on apprend que l'armée russe a totalement pris le contrôle de la Crimée. Alors tout à fait. Pour la première information, vous noterez au passage, Nathalie, que Berlin se sent décidément très concerné une fois de plus par la crise ukrainienne. L'Allemagne qui a tenté de calmer le jeu, vous le savez, déjà ces derniers mois, c'était entre le pouvoir de Yanukovych et l'opposition qui était place Maïdan. Maintenant, Angela Merkel joue la carte de la médiation entre Kiev et Moscou. Un dossier à suivre puisque Merkel a l'air très impliquée. Alors qu'est-ce que c'est que cette proposition? Selon le communiqué du gouvernement, je cite, le président Poutine
Poutine a accepté la proposition donc, de la chancelière d'établir immédiatement une mission d'enquête ainsi qu'un groupe de contact éventuellement sous la direction de l'OSCE pour entamer donc un dialogue politique. Donc on a une mission d'enquête et un groupe de contact. Et puis on note aussi que cette crise ukrainienne sera également au cœur d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Ce sera ce lundi, à suivre aussi. Mission, mission d'enquête, groupe de contact, on en sait plus? Je ne vous cache pas qu'on n'a pas plus de détails pour l'instant, effectivement. Alors, ni l'identité des heureux élus, donc, qui vont devoir devoir mettre les deux parties d'accord. Alors, comment ils en sont arrivés là? Une fois de plus, là, j'aurais bien aimé être une petite souris. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, la chancelière allemande et le président russe se sont parlé au téléphone. Et la première a reproché au second d'avoir donc violé le droit international par cette intervention en Crimée, intervention qu'Angela Merkel aurait qualifiée d'inacceptable. Alors après, je ne sais pas quel poids ça a eu, mais je vous rappelle que samedi, donc, Poutine avait fait voter au Parlement l'intervention de l'armée en Ukraine. Or, la Russie s'était engagée par le mémorandum de Budapest de 1994, on commence à en parler de plus en plus, à respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. Elle a donc violé, comme l'a souligné Angela Merkel, ce protocole signé à l'époque par Boris Eltsine, qui était le président russe à l'époque. Voilà. C'est ça, et c'est ce mémorandum dont vous parliez, Boaz. Alors, ces dernières heures, on a beaucoup entendu parler de pression, de sanctions même sur la Syrie, notamment de la part du Canada, des pays du G8 -1. Mais en l'occurrence, la voie choisie par l'Allemagne, eh bien, c'est encore et toujours la diplomatie. Exactement, Nathalie. L'objectif de Berlin, c'est que la tension redescende et que surtout les deux camps n'en viennent pas aux armes. Alors la voie de la diplomatie est donc privilégiée. On le voit bien. Je vous propose d'écouter Angela Merkel qui insiste là-dessus une fois encore. C'était samedi 1er mars, donc ce samedi à Berlin. La situation en Crimée nous inquiète. Nous avons appris de l'histoire que les conflits doivent être résolus pacifiquement et diplomatiquement. Nous devons tout faire pour que ces principes s'appliquent également à l'Ukraine. Alors d'ailleurs, hier soir, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, qui s'est montré très sceptique quant à l'éventuelle exclusion de la Russie du G8, évoquée par Washington. Et puis, il n'y a pas que Washington qui tente de faire pression au moyen de sanctions. Vous en avez parlé, Nathalie, hier à l'issue d'une réunion de crise à l'Élysée entre François Hollande et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Paris a décidé de suspendre sa participation aux réunions préparatoires du G8, donc de Sochi, c'est en juin prochain. Londres lui a emboîté le pas. Tous les dirigeants de 7 pays membres du G8 ont annoncé dimanche donc la suspension de leurs préparatifs en vue du sommet. Et puis c'est le Premier ministre britannique David Cameron qui a annoncé sur Twitter son intention de boycotter les Jeux paralympiques. Un énième tweet, Boaz, qui a dû vous ravir, vous qui adorez les tweets, il m'en parlait il y a quelques minutes. Et voilà, autre groupe, autre organisation qui a choisi la voie de la diplomatie, c'est l'OTAN. Et face à ces sanctions, parce qu'on comprend bien que Moscou n'a que faire de ces sanctions, de ces pressions. Pour l'instant, ça ne fait pas fléchir le Kremlin. Alors, je ne cache pas, Nathalie, que je ne sais pas exactement ce que veut Moscou, mais disons que le président Poutine, en tout cas, n'est pas acculé. Tout d'abord, Moscou dispose d'un veto, on le sait, au Conseil de sécurité de l'ONU, donc aucune décision ne peut être prise à New York sans son accord. On imagine mal l'ambassadeur russe lever la main en faveur d'une intervention contre la Russie. Ensuite, l'OTAN prône la diplomatie, mais l'OTAN n'a pas de marge de manœuvre, en fait, tout simplement parce que l'Ukraine n'en fait pas partie. Du coup, toute option militaire est très difficile à mettre en œuvre. Enfin, on parlait des annonces sur le boycott sur le G8. Eh bien, ce ne sont que des pseudo-sanctions. Vous êtes d'accord, elles ne pèsent pas très lourd face à l'importance que représente l'Ukraine pour la Russie. Donc, en gros, si je résume ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Vladimir Poutine n'a que faire de ces sanctions. Il se moque de toute réprimande internationale. En tout cas, si c'était le cas, ce serait vraiment une nouveauté. Je pense qu'effectivement, elles ne pèsent pas assez lourd, ces sanctions. Les menaces ne pèsent pas assez lourd. Et prenez les États-Unis, ils se trouvent dans une situation en plus extrêmement délicate, vous l'avez abordé, Boaz. D'abord parce qu'ils souhaitent un reset, un renouvellement des relations Washington-Moscou qui sont gelées depuis maintenant pas mal de temps. Ensuite, il y a ce spectre de l'intervention en Géorgie dont on parle de plus en plus. Le précédent géorgien a marqué les esprits, on s'en souvient encore. Bush avait sans doute précipité cette intervention russe en nouant des liens sûrement trop étroits avec Tbilissi. L'histoire dicte donc à Obama de faire attention.
l'intention de faire preuve d'une grande mesure sur ce dossier. Puisqu'on l'entend de plus en plus, hein, Boaz, n'est-ce pas, le parallèle avec la Géorgie, l'Ossétie du Sud, ça revient de plus en plus. Hein, Évidemment, et c'est ça aussi le grand étonnement. Lorsqu'on entend qu'ils disent qu'on n'a pas de programme dans le tiroir, on ne sait pas exactement quoi faire. Qu'au l'Occident, on voit que cet aveu justement d'impuissance de la part des Occidentaux. Et on sait très bien que les Russes, justement, il n'y a aucune surprise. Leur façon d'agir est presque identique à celle de 2008. Là, il faut se poser des questions. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'Occident, dans cette histoire-là, et on sait, et vous venez de dire, Betsabé, que Poutine ne sait pas ce qu'il veut, vous ne savez pas ce que Poutine allait faire, bien sûr, moi aussi. Et heureusement qu'on n'est pas une petite souris, parce que personne ne nous garantit de redevenir ce qu'on est aujourd'hui après la transformation. Mais pour être sérieux, je dirais juste une chose. Poutine, à la différence d'Obama, c'est exactement ce qu'il veut. Et la chose qu'il veut, c'est de ne pas perdre l'Ukraine et que l'Ukraine, ou de ne pas avoir l'OTAN aux portes de Moscou. Et ça, je pense qu'il va l'obtenir parce que l'Occident, encore une fois, n'a pas de réponse. On a parlé en plus de Sochi. Franchement, très franchement, on a vu ces Jeux Olympiques. Beaucoup de dirigeants ont boycotté et il a obtenu, en ce qui lui concerne, il a obtenu sa médaille d'or. Il veut en une deuxième, cette fois-ci en Ukraine. La stratégie de Poutine marche, tout simplement. Il n'y a pas raison de la changer. Il sait comment l'appliquer après la Tchécoslovaquie, après la Géorgie. Nous voici donc avec la Crimée. Alors pourquoi Poutine il prend tout de même le risque de se mettre une fois de plus la communauté internationale à dos? Est-ce qu'on tente de comprendre un petit peu ces rouages de la stratégie de Poutine, hein? Alors, parce que l'Ukraine, c'est un acteur très important dans le projet d'union eurasienne souhaité par Moscou. Peut-être le principal objectif de politique étrangère pour Poutine, Nathalie, et qu'on a tendance à oublier ou en tout cas à minimiser depuis l'Occident. Or, l'Ukraine, c'est grand. Comme la France, le pays compte 46 millions d'habitants et Poutine n'a donc pas du tout intérêt à se mettre à dos la population. Et c'est d'ailleurs cela que d'une certaine façon, cette intervention militaire, c'est pour ça que l'intervention militaire a surpris, parce qu'on s'attendait beaucoup à ce que Poutine fasse attention quand même à ne pas trop blesser les Ukrainiens. Ne pas blesser les Ukrainiens et puis se mettre aussi la population russe dans la poche. Comment il s'y est pris ces derniers jours, un scoop, comme d'habitude. La Russie a lancé une véritable guerre médiatique pour soutenir son action, une fois encore. Alors les médias publics et les autorités appellent à l'unité nationale contre, je cite, les fascistes qui ont pris le pouvoir à Kiev. C'est de cette façon des fascistes que la télévision d'État russe qualifie les membres du Sénat ukrainien. Et puis les deux chambres du Parlement russe ont beaucoup mis l'accent sur le sort de la population russophone en Ukraine. C'est un argument qui trouve un écho auprès d'une large partie de la population russe, évidemment, qui regrette toujours la chute de l'Empire soviétique en 91. Et le premier à regretter cette chute, c'est Vladimir Poutine. Et voilà, merci beaucoup Betsabé. Merci à vous aussi, Boaz, d'être venu nous donner votre sentiment de ce que vous avez vécu aussi ces derniers jours en Ukraine. À suivre dans le Morning, on parlera comment s'en passer ce voyage de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Serait-ce une ultime tentative de la part des Américains de faire accepter des concessions historiques aux Israéliens? Cyril Amar décryptera pour nous ce déplacement sous haute tension dans cette édition. C'est le Morning sur i24 News. Merci d'être avec nous. Avec moi sur ce plateau, Cyril Amar m'a rejoint. Merci à vous d'être avec nous et rebonjour. Et Maurice Fergan, merci également à vous. On va parler de ce voyage de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Barack Obama qui décide de reprendre la main sur le dossier des négociations entre Israéliens et Palestiniens, et ce à 4 semaines seulement de la date butoir pour ces négociations. Alors quelle atmosphère en prélude de cette rencontre? On se rend tout de suite sur place à Washington avec notre envoyé spécial Maxime Perez. C'est un Benjamin Netanyahou sur la défensive qui est arrivé ce dimanche après-midi à Washington. Sa visite est d'autant plus cruciale qu'elle intervient au moment où la Maison-Blanche tente d'opérer un changement d'approche au Proche-Orient. Ce changement, c'est bien sûr l'engagement personnel de Barack Obama sur la question du processus de paix avec les Palestiniens. Le président américain entend prendre la main sur ce dossier qu'il avait jusqu'ici laissé à son secrétaire d'État John Kerry. C'est un pari évidemment risqué pour Obama, mais à 4 semaines du terme des 9 mois de négociations israélo-palestiniennes engagées l'été dernier, il veut
s'éviter à tout prix un fiasco diplomatique. Obama s'apprête donc à accentuer la pression sur Benjamin Netanyahou, tenter de lui faire accepter coûte que coûte ce principe d'un accord cadre qui donnerait un sursis au processus de paix, au moins jusqu'à la fin de l'année, dit-on, et peut-être éviterait aussi à Israël un isolement international. Ce message, en tout cas, Benjamin Netanyahou l'entendra également de la bouche de John Kerry et de Joe Biden, le vice-président américain, avec qui il doit s'entretenir ce lundi. Mais le problème, c'est que le Premier ministre israélien a une autre priorité, c'est l'Iran et son programme nucléaire. Et voilà, et dans les kiosques, qu'est-ce qu'on dit de cette rencontre? Tout de suite, la revue de presse du Moyen-Orient. Deuxième partie, Cyril, de cette revue de presse consacrée donc à la rencontre entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Comment on en parle dans la presse ce matin? Et oui, un Benjamin Netanyahou qui est accueilli à Washington dans un contexte très tendu. Et les journaux israéliens, hasard du calendrier ou pas, se font très largement l'écho ce matin de l'entretien accordé par le président Obama au journaliste Jeffrey Goldberg. Vous savez, c'est un journaliste qui travaille pour le site d'information Bloomberg, et une interview donc qui survient à un moment inadéquat, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le Premier ministre israélien. Ce que je vais dire à Netanyahou, c'est que le temps est compté pour parvenir à un accord de paix, et si Israël refuse de faire des concessions pour souscrire à l'accord cadre que s'efforce tant de promouvoir John Kerry, eh bien Obama lui promet un avenir sombre, un isolement diplomatique sur la scène internationale et un désastre démographique. Voilà en quelques mots, en substance, ce que dira Obama à Netanyahou. C'est en tout cas ce qu'il a révélé donc à notre confrère Jeffrey Goldberg. D'ailleurs, sans accord de paix, pas certain que les États-Unis puissent encore protéger Israël à l'ONU, a encore dit Obama. Et Obama qui tentera de convaincre son interlocuteur en citant Hillel, le sage juif, si vous n'avez pas soin de vous, qui donc aura soin de vous? Et si ce n'est pas vous, monsieur Netanyahou, quand le pourrez-vous? Mais pas de panique, rassure de son côté le Israël Hayom, le journal proche du gouvernement. Netanyahou saura résister aux pressions, il saura tenir bon. Sans doute a-t-il pris connaissance de cette interview dans son avion, puisque à peine avait-il atterri à Washington qu'il a déclaré qu'il défendrait les intérêts vitaux d'Israël, et notamment la sécurité des citoyens israéliens. Alors l'accord cadre n'est pourtant pas une déclaration de guerre à Israël, ni même une trahison de l'allié américain, écrit le journal de gauche Haaretz dans son éditorial principal ce matin. Netanyahou ne se rend pas à Washington en tant que président du Likoud ou encore en tant que porte-parole du parti radical Foyer Juif. Il doit prendre toute la mesure de l'importance d'un accord de paix. Il doit cesser de chercher des coupables côté palestinien. Il doit magnifier, nous dit le Haaretz, magnifier les efforts du président américain. Pour l'idiote, ce sera la visite de la dernière chance. Obama va chercher à savoir si derrière les belles paroles de Netanyahou se cachent de réelles intentions de promouvoir un accord. Et si tel n'est pas le cas, nous dit Azoulay dans le Yediot Ahronot, eh bien il déchirera le masque du Premier ministre israélien. Un Netanyahou qui sera accueilli dans un climat glacial, moins 12 degrés. Netanyahou devra travailler d'arrache-pied pour réchauffer l'atmosphère à la Maison-Blanche. Alors de son côté, le quotidien Pan-Arabe qui paraît à Londres, à Sharq al-Awsat, révèle de son côté qu'un accord cadre pourrait être signé à Washington. Et oui, citant des sources palestiniennes, le journal saoudien affirme même que cette fois-ci, Obama devrait intervenir directement, peser de tout son poids pour que Netanyahou Abbas entérine un accord cadre. Et s'il parvient à leur soutirer des concessions, écrit le quotidien, eh bien Obama pourrait annoncer que l'accord serait signé à Washington en sa présence. Et puis pour finir, le Al-Quds palestinien, vous savez, c'est le journal gouvernemental de l'autorité palestinienne, lui estime qu'Obama cherchera à soumettre un accord cadre suffisamment vague pour être acceptable par les deux parties. Objectif, prolonger les pourparlers. Des pourparlers qui, pour le caricaturiste du site d'information du Hamas, Felestine.ps, sont longs, très longs, trop longs. Et voilà donc pour cette revue de presse. Cyril se posait la question, Maurice, en tout début de revue de presse, hasard ou pas du calendrier, ces interviews à Bloomberg, au New York Times, on les entend souvent, ces révélations choc quelques minutes avant les débuts des discussions entre les grands leaders de ce monde. Je voudrais vous dire qu'il n'y a jamais de hasard à la Maison-Blanche, tout est programmé, tout est compté, tout est calculé, et ces interviews qui précèdent une visite d'un homme d'État, quel qu'il soit d'ailleurs, soit Benjamin Netanyahou ou un autre, sont toujours effectué avec précision par le chef de la Maison-Blanche. Alors là, il y en a qui diront qu'il s'agit de pression modérée. Vous avez entendu ce que va déclarer Barack Obama. D'autres laissent carrément penser qu'il s'agit de menaces à peine voilées. Alors,
je ne sais pas ce qu'il faut penser, si ce sont des pressions ou des menaces. En attendant, il y a quelque chose qui a changé et qu'il faut souligner, c'est que lorsque Kerry était dans la région et essayait de promouvoir son accord cadre, il menaçait en disant, écoutez, si ce n'est pas cet accord cadre, ça sera une intifada et une vague de violence. Là, on a laissé tomber ce vocabulaire qui a été très mal perçu côté israélien en disant quoi, vous nous menacez en vérité d'une guerre, pour un vocabulaire beaucoup plus biblique, si j'ose dire, puisque Goldberg rapporte des propos tirés des Pirkei Avot, des maximes des pères. Si je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Et si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Et la question du quand. Alors c'est là toute la question, c'est quand Israéliens et Palestiniens parviendront à un accord. Alors maintenant, effectivement, Barack Obama va tenter de faire pression ou de menacer Benjamin Netanyahou pour le forcer à accepter cet accord. Alors le forcer à accepter, d'après ce qu'on entend de part et d'autre de cette table, ils n'ont pas vraiment le choix, Israéliens et Palestiniens, ils sont obligés d'accepter cet accord. Écoutez, de notre expérience ici au Proche-Orient, ils n'ont pas le choix que d'accepter ce document, mais toujours, ça se passe toujours comme ça, avec des réserves. C'est-à-dire que chacun va venir avec ses réserves et finalement, ils vont dire oui, mais. Et maintenant, la balle sera dans le camp américain d'essayer de gérer ce mais-là, mais palestinien et mais israélien. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire que si un accord est accepté, qu'il va arriver à terme, il va être appliqué. Là encore, on a connu de nombreux accords qui sont restés Alors c'est ça, et on pense tous à Oslo en arrière-plan. L'une des meilleures façons finalement d'accepter cet accord, ça va être de dire oui, mais d'émettre des réserves. La première réserve, c'est de ne pas en appliquer les points principaux, les points auxquels on a d'ailleurs donné notre accord. Non, je crois qu'il s'agit d'un accord cadre, c'est-à-dire qui définit les principes de la négociation et ça veut dire que ce n'est pas nécessairement les termes de l'accord à venir, c'est sur quoi l'on doit discuter et à quelle solution doit-on parvenir. Maintenant, le chemin est long. Ça peut prendre encore des années. Et les détails, c'est dans les détails que se situe toute la problématique. Justement, dans les détails, la première phrase de Benjamin Netanyahou, quand il atterrit à l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport, c'est de dire qu'il faut être 3 pour faire un tango. Cette formule qui a été reprise dans ces négociations, il faut être 3 pour danser un tango. Et Netanyahou qui dit « on est déjà 2, c'est pas mal », les Américains et les Israéliens. Alors justement, Benjamin Netanyahou joue son jeu. Il laisse entendre que finalement, lui est d'accord, avec certaines précautions, mais qu'en vérité, il n'y a pas de Palestiniens avec qui discuter. Je vous signale que dans ce fameux interview avec Goldberg, le président des États-Unis a dit que Mahmoud Abbas est un des meilleurs partenaires que les Israéliens n'ont jamais eu. Et c'est avec lui qu'on peut s'entendre et personne d'autre. Et si ce n'est pas Mahmoud Abbas, eh ben, ça sera autre chose, peut-être bien pire. Maintenant, c'est le jeu de Benjamin Netanyahou de dire « j'ai pas de partenaire ». Les Palestiniens, de ce qu'on sait, ne sont pas très chauds non plus pour cet accord. Ils laissent entendre que nous sommes dans l'impasse la plus totale. Saïb Erekat a dit, d'ailleurs il doit arriver ces heures à Washington pour préparer justement une autre rencontre celle de Mahmoud Abbas avec Obama, le 17 mars, ça sera à peu près la même ambiance, parce que Mahmoud Abbas, lui non plus, n'est pas très satisfait. Alors tout le mécontentement palestinien, aujourd'hui, tourne autour de cette question de la reconnaissance du caractère juif de l'État d'Israël. Je pensais que John Kerry avait réglé ce point en prévoyant une clause qui dirait que les deux entités se reconnaîtront mutuellement, ce qui figure du reste déjà dans les accords d'Oslo. Les Palestiniens ne sont pas du tout chauds. On a entendu certaines rumeurs cette semaine laissant entendre que si les Palestiniens acceptent, les pays arabes soutiendront cette proposition, mais rien de concret. Je crois que pour le moment, le terrain n'est pas mûr chez les Palestiniens pour accepter ce point-là. Restez flou, restez vague, c'est ce que vous disiez, Cyril, dans votre revue de presse. Est-ce que c'est la dernière carte jouée par Barack Obama? On lui reprochait de ne pas suffisamment s'investir et s'intéresser au Proche-Orient. Je crois que Barack Obama a d'autres problèmes en ce moment, notamment celui avec la Crimée. Et je voudrais aussi encore souligner un point qui est important, c'est quand dans l'avion qui le conduisait à Washington, Benjamin Netanyahou a expliqué de quoi il allait être question lors de son entretien à Washington. Et on n'a pas suffisamment fait attention. Il a commencé par dire l'Iran et le processus de paix en second. Ça veut dire qu'en vérité, il y a un dossier qui est beaucoup plus chaud que le dossier palestinien, c'est le dossier iranien. Aujourd'hui, à Vienne, les experts de l'agence sont en train de passer au crible et au scanner les progrès effectués par les Iraniens sur ce plan-là pour voir si on peut encore avancer. Le 17 mars également, comme par hasard, il y a aussi une réunion entre l'Iran
Téhéran et le groupe des 5 pour essayer d'avancer plus vers un accord. Les Iraniens ont déjà dit que ça allait prendre des années. Vous voyez, il y a un parallèle entre l'Iran et le processus de paix. Et le Premier ministre tente de jouer la montre. Quel dossier va avancer au plus vite? Il jouera la montre et il jouera aussi la séduction avec sa rencontre attendue, son discours attendu devant l'EPAC, ce lobby pro-israélien. C'est quoi le poids de ce lobby aujourd'hui? Eh bien, ce lobby est assez mal en point à Washington. C'est vrai qu'avant, l'EPAC avait son mot à dire. Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Et effectivement, Benjamin Netanyahu veut tenter de redorer le blason de ce lobby qui défendait les intérêts israéliens auprès du Sénat et du Congrès. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et peut-être que ça vient justement de la force de la séduction, la force de séduction de Barack Obama et de John Kerry, qui a aussi son mot à dire. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. On en a parlé la semaine dernière, la semaine contre l'apartheid continue dans le monde entier, tout le mois de mars, dans différents pays, de Paris à Tel Aviv. La bataille autour du boycott d'Israël fait rage. Israël face au boycott. Enquête avec les reporters d'i24 News, Yves Azeroual et Jean-Paul Ney. Regardez, on en parle juste après. Pression non violente pour aboutir à la paix ou haine d'Israël. Boycott, désinvestissement, sanctions. BDS. Derrière ces 3 lettres se cache une galaxie d'associations de citoyens européens, américains et d'autres pays qui mènent campagne depuis des années, officiellement contre ce qu'ils nomment la politique de colonisation d'Israël. Il faut bien qu'Israël sache qu'on va s'attaquer de partout en France à tous les intérêts d'Israël. Décryptage d'un phénomène dont les motivations réelles sont souvent cachées derrière une communication rodée. Aujourd'hui, l'impact sur l'économie israélienne est nul. La propagande, oui, elle tourne. Oui, on peut avoir accès à énormément de vidéos, de messages propagandistes du BDS, mais c'est plus d'un point de vue de l'image d'Israël que c'est problématique. Et pour atteindre l'image d'Israël, leur communication et leur argumentaire sont martelés en boucle. Toujours les mêmes arguments, répétés sans cesse, jusqu'à qu'ils touchent les esprits, utilisant sans complexe un vocabulaire renvoyant au régime d'apartheid et même à l'Allemagne nazie. De toute façon, c'est une grande injustice, c'est un grand génocide, c'est une prison à ciel ouvert, c'est un camp de concentration à Gaza. Leur souci n'est pas une solution pacifique, équitable, juste entre Israéliens et Palestiniens. Leur souci est d'abord de dire une haine. Quel est l'objectif de ce boycott? C'est de criminaliser Israël. N'achetez pas tel produit venant d'Israël, vous donnez de l'argent à un État nazi. Des arguments souvent développés par les anti-boycotts. Nous nous sommes donc rendus sur place, en Cisjordanie, dans l'une des zones industrielles situées dans les implantations où sont employés près de 30 000 Palestiniens. Et nous avons posé la question du boycott aux premiers concernés. C'est vrai, si les Européens boycottent, s'ils marquent les produits, je ne pourrai pas vendre en Europe. Mon usine fermera ou sera réduite et les gens devront rentrer chez eux. Voilà tout. Les Israéliens en souffriront aussi, mais ils trouveront un nouveau travail. Les Palestiniens, eux, auront beaucoup plus de mal. Le débat politique sur ce territoire, il faut le laisser à Abou Mazen et à Bibi Netanyahou. C'est à eux de décider si ce territoire restera palestinien ou israélien. Mais on n'a pas le droit de toucher aux zones industrielles. C'est l'espoir des deux peuples, c'est l'espoir des simples hommes. Voilà, ça suscite déjà des réactions ici sur ce plateau. Vous pourrez suivre ce reportage dans son intégralité ce soir à 20h40, heure de Paris sur i24 News et bien sûr en VOD également à suivre sur cette antenne. Le morning part aux États-Unis, tapis rouge, paillettes, statuettes dorées. On parlera d'une autre cérémonie plus glamour cette fois et toujours aux USA, mais côté ouest, les Oscars. Qui sont les grands gagnants de cette 86e édition? La réponse dans un instant.
première partie de ce morning consacrée largement aux Oscars avec nos stars sur ce plateau. Laetitia Loreni, bonjour et merci d'être avec nous. Virginie, vous nous avez également rejoint. Et Rudy, merci. Vous êtes en bonne compagnie, je vois ce matin. Je ne peux pas faire mieux. Ça va, on se plaint pas. Rudy. Ils sont très contents d'être à côté les deux. Mais toujours, Laetitia, voilà, vous êtes jalouse, venez parmi nous. C'est le couple infernal. Non, je ne suis pas bien en noir. Non, moi je suis à l'extérieur du groupe. Vous voulez vous faire remarquer, on a compris. Et vous êtes à l'extérieur parce que vous avez analysé pour nous toute la nuit ces Oscars. Vous les avez regardés attentivement, vous avez admiré les jolies toilettes. Maintenant, l'heure est au palmarès. L'heure est au palmarès. Alors, le tapis rouge a séché à temps. Il a plu tout le week-end à Los Angeles. Mais bon, ils ont pu défiler sur le tapis rouge comme ils voulaient. Ces superstars du cinéma international. Le palmarès est donc tombé pour le meilleur film, qui est donc le passage le plus regardé de la cérémonie. Nathalie, on l'attend toute la soirée. Une longue cérémonie, presque 5 heures de cérémonie avant de savoir qui remporte le meilleur film. Eh bien, c'est 12 Years a Slave qui l'emporte, pas tellement de surprise. Le film adapte donc les mémoires de Salomon Northup, homme libre fait esclave pendant 12 ans. Le réalisateur Steve McQueen a dédié le prix aux victimes de l'esclavage. Le film a aussi remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Lupita Nyong'o, à qui une merveilleuse carrière s'annonce. Pour le meilleur acteur. Alors, qu'en est-il justement du meilleur acteur ? Eh bien, c'est Matthew McConaughey. Là non plus, pas de surprise, qui l'emporte pour son rôle dans le Dallas Buyers Club. Il était en compétition face à Chiwetel Ejiofor dans 12 Years a Slave, justement. Christian Bale pour American Bluff. Bruce Dern pour Nebraska. Et Leonardo DiCaprio. Eh bien, il ne l'emporte pas, ce Leonardo DiCaprio. C'est le grand déçu de ces Oscars. C'est le grand déçu de ces Oscars. C'est le grand déçu en règle générale des récompenses. Il ne remporte jamais rien, ce pauvre Léo. Pourquoi ? Eh bien, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, dont on a parlé d'ailleurs hier soir dans l'émission spéciale Oscars. C'est une malédiction. On espère que la prochaine fois qu'il sera nominé, il l'emportera. Matthew McConaughey, en tout cas, était donc le roi de cette soirée. Il a fait un discours très personnel, remerciant Dieu, l'Académie, ses concurrents, Jennifer Gardner, le réalisateur Jean-Marc Vallée, le réalisateur québécois, et sa femme, sa merveilleuse femme qui était à ses côtés, qui faisait des jolis sourires à tout le monde. Et il a fini son discours par l'inévitable « All right. » Ça, c'est son truc à Matthew McConaughey, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Jared Leto, lui, toujours pour Dallas Buyers Club, remporte l'Oscar du meilleur second rôle avec un discours émouvant. Il a dédié sa présence à la cérémonie aux Ukrainiens et aux Vénézuéliens, ainsi qu'aux personnes atteintes du sida, puisque dans le film, il joue un travesti zéro positif. C'est une transformation physique hyper impressionnante. C'est souvent la recette d'ailleurs pour obtenir l'Oscar à Hollywood, les transformations. Alors transformation physique, mais pas seulement, c'est la recette des Oscars, vous le disiez. Il y a aussi une transformation psychologique et c'est ça dont vous vouliez parler. Transformation physique pour Jared Leto, transformation psychologique pour Cate Blanchett, qui elle incarne dans Blue Jasmine une dépressive qui nous rappelle la femme de Madoff. Un rôle de composition absolument impressionnant, une performance bluffante qui lui vaut donc l'Oscar de la meilleure actrice sans surprise. Elle était grande favorite malgré le scandale Woody Allen qui faisait planer un petit peu une ombre sur la récompense. C'est sa deuxième statuette. Elle rentre donc un petit peu dans la légende. C'est toujours pas Meryl Streep, mais bon, presque. Meryl Streep qui a été nominée aussi dans cette cérémonie. Elle a quand même remercié Woody Allen qui n'était pas présent à la cérémonie, comme à son habitude. Il aime beaucoup jouer de la clarinette pendant les cérémonies des Oscars, Woody Allen. Le grand gagnant de cette cérémonie, ça reste Gravity. On passe pas à côté, on en reparle. Gravity qui a raflé beaucoup d'Oscars, pas forcément ceux qui l'attendaient le plus. Non, alors 6 Oscars sur 10, 5 Oscars techniques, c'est pas les Oscars les plus importants, ça reste des jolies statuettes, les mêmes que pour les autres. Mais bon, l'Oscar du meilleur réalisateur tout de même, qui est un des Oscars les plus prestigieux, c'est donc Alfonso Cuarón qui remporte cet Oscar. Et un Israélien a remporté donc l'Oscar pour le meilleur son. On agite le drapeau bleu-blanc et oui, la bande-son emportée par un Israélien. Et pour la France, on est quand même consolé. L'Oscar du meilleur court-métrage pour Monsieur Hublot, réalisé par Laurent Witt. Et puis l'Oscar du meilleur film étranger est remporté par La Grande des Bellezza, le film italien, et non pas par Omar, dont on a parlé beaucoup sur ce plateau, sur le plateau de la culture, sur tous les plateaux de i24 News. Voilà, donc La Grande des Bellezza a remporté l'Oscar du meilleur film étranger.
Merci beaucoup Laetitia d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir offert ce palmarès. Vous restez avec nous après ce palmarès, Virginie. Maintenant, vous nous dites tout ce qu'il faut savoir en coulisses de cette cérémonie. Vous avez décidé de nous présenter d'autres facettes. Exactement, même de façon générale. Et oui, Nathalie, j'ai envie de vous dire que je vais commencer avec un petit quiz pour savoir si vous êtes dans le coup. Alors, la première question est destinée à Laetitia. J'espère que Laetitia, vous êtes prête. Alors, quand est-ce que les Oscars ont-ils été créés ? Alors, 1934, non ? Raté. Tout a commencé le 16 mai 1929. Ça s'est passé mais à Los Angeles. Laetitia, franchement, je vous attendais autant. Non, cet événement avait été mis en place pour saluer l'excellence des productions mondiales du cinéma. Alors, à l'époque, ça s'appelait encore les Academy Awards. Aujourd'hui, elles sont appelées les Oscars, et ce depuis 1934. Laetitia, selon les rumeurs, c'est à cause ou grâce à un membre de l'Académie, Margaret Eric, qui trouvait bien que ce chevalier ressemblait à son oncle, qui, vous l'avez deviné, bien s'appelait Oscar. Il existe d'autres histoires, mais je n'aurai pas le temps de toutes, mais vous les comptez. Allez, on continue avec la question numéro 2. Que représente la statuette des Oscars ? Un Chinois. Un Chinois ? Mais alors Laetitia, ce matin, vous n'êtes vraiment pas en forme. Peut-être que Rudy va pouvoir répondre. Non, mais on l'appelle le Chinois. Pas. Et bien, écoutez, ça représente un chevalier. Il est debout et tient une épée. Ce n'est pas un Chinois, Laetitia. Non, mais on l'appelle le Chinois, posé... cette statuette. Alors, je ne sais pas pourquoi. On essaiera de se renseigner. On verra pourquoi la prochaine fois. Les yeux de la statuette. Peut-être. Eh bien, il est posé sur une bobine de film à 5 rayons. Alors pourquoi ? Parce que chaque rayon représente une des grandes catégories des Oscars. Alors à savoir un rayon pour les scénaristes, un rayon pour les techniciens, un rayon pour les producteurs et un rayon pour les directeurs artistiques et enfin un rayon bien évidemment pour les acteurs. Alors la statue pèse 2,27 kg. C'est aussi le poids de mon chien. Elle mesure 33,02 cm de haut et possède un diamètre de 12,7 cm. Elle ne marche pas du tout, je vous rassure. C'est en vrai or, hein. Alors c'est plaqué or. C'est plaqué justement, ça s'appelle du britannium, c'est un mélange de plusieurs métaux et qui est complètement recouvert d'or à 24, je veux... Vérifiez vos papiers, en tout cas, on vérifiera après. En tout cas, son prix est d'environ $850 et il faut à peu près 10 heures de travail pour obtenir une statuette parfaite. Alors, petite histoire, on va retourner au temps de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à cette époque, les métaux étaient réquisitionnés pour l'effort de guerre. Du coup, les prix ont été fabriqués en moulage, en plâtre peint, mais plus tard, dès que possible, on a rectifié le tir et on a remis les véritables statuettes aux lauréats à cette époque. Vous savez que Michael Jackson a acheté l'Oscar du film Autant en emporte le vent pour $1,5 million. Là, donc la statuette avec écrit. Et pourtant, vous savez que c'est interdit à la vente. Et bien, Michael Jackson qui le reçoit a acheté tout. est censé signer un papier comme quoi, effectivement, il ne vendra pas. Et voilà, donc ne vendez pas votre Oscar, gardez-le si vous en recevez un. Merci Virginie pour tous ces détails des coulisses sur les Oscars. L'heure à présent de la revue du web spécial Oscar, elle aussi, Rudy Saada, avec une image incontournable sur le net. Oui, et plus qu'incontournable. C'est-à-dire, elle est tout simplement historique. C'est un selfie qui a été pris par l'acteur Bradley Cooper cette nuit avec le téléphone d'Ellen DeGeneres, qui était la maîtresse de cérémonie de ces Oscars 2014. Alors, elle est devenue cette nuit, en moins de 30 minutes, l'image la plus retweetée de l'histoire des Oscars, avec 2,2 millions de retweets, c'est-à-dire de partages sur Twitter, sur Internet. Alors, cette photo, elle détrône celle de Barack et Michelle Obama. Vous vous souvenez, c'était lors de la réélection, le fameux Fort... La ministre danoise, c'est ça ? Non, pas du tout. Regardez, c'est celle-là. C'est le Fort Morier, qui avait été historique, 776 000 fois retweeté seulement finalement, puisque maintenant 2,2 millions de fois pour cette photo, avec donc toutes les grandes stars hollywoodiennes. Et d'ailleurs, voilà, regardez, je ne sais pas si on va la voir. On s'éclate à Hollywood. On s'éclate. On pourrait faire la même. Vous voulez pas faire le même strip ? On va tenter le même. Alors regardez cette courbe en fait, s'il vous plaît, cette courbe de trafic. Faire un buzz. Laissez Rudy nous montrer son graphe. On parle de courbe, on parle de choses sérieuses avec donc le trafic. Rudy ne parlait pas de courbe. Vous allez bientôt vous marier. Le trafic en bleu, regardez, c'est le moment où ce selfie est pris et le trafic explose sur Twitter. Saturation des serveurs du site pendant quelques minutes, c'est-à-dire que Twitter a explosé suite à ce méga partage. On peut dire image ultra virale qui restera l'image de ces Oscars 2014.
Alors, autre question ce matin, est-ce que les internautes, Rudy, sont en accord avec les choix des académiciens? On peut le dire, beaucoup ont salué l'Oscar du meilleur second rôle féminin qui a été remis, vous l'avez dit, à Lupita Nyong'o pour son rôle dans 12 Years a Slave, désigné meilleur film aussi. Et cette image de Steve McQueen, le réalisateur, avec cette phrase prononcée en recevant la prestigieuse statuette, tout le monde mérite pas seulement de survivre, mais de vivre. Image très partagée. Autre grand gagnant donc de la nuit, on l'a dit, le spectaculaire Gravity avec donc 6 Oscars, vous l'avez dit, donc celui du meilleur réalisateur, un succès salué par l'astronaute, vous le voyez, c'est l'astronaute américaine Cady Coleman. Elle était dans l'espace au moment du tournage du film, elle a même tweeté un message vidéo pour féliciter Sandra Bullock et Alfonso Cuarón, le réalisateur, et la NASA elle-même a salué le succès. Ah non, alors là c'est pas la NASA, le succès, alors là, voilà, la NASA a salué le succès avec une photo qui ressemble à celle-là, car le marketing s'y met, et dès les premiers Oscars récoltés, cette célèbre marque de thé disait aux internautes qu'elle adorait Gravity. Voilà. Et puis autre gagnant cette soirée, Matthew McConaughey, avec un tweet très drôle de Christopher Dreed. Il dit: je vous parie 1 million que les tweetos sont écrits félicitations Mathieu sur Twitter, parce qu'il ne voulait pas se risquer à épeler McConaughey. Effectivement, j'en fais partie. Et voilà. Les internautes qui saluent aussi, et il faut le dire ce matin, un des grands perdants de ces Oscars. Oui, alors vous l'avez dit, ça fait déjà 5 fois qu'il est nominé, repart sans statuette. Le pauvre Léo DiCaprio était donc nommé pour son rôle dans le Loup de Wall Street, c'est bien ça. Et il est encore une fois reparti bredouille. Et regardez cette photo, cette image, il n'est pas difficile de lire sa déception. Et l'une de ses fans tweet: tant de films incroyables et toujours pas d'Oscar, pauvre Léo. Pour une autre fan, DiCaprio n'a pas perdu les Oscars, ce sont les Oscars qui ont perdu DiCaprio. Et puis il reste bon perdant, on le voit féliciter le grand gagnant dans la catégorie meilleur acteur. Répétez son nom un instant. Non, Matthew, le gagnant. Matthew McConaughey. Merci. McConaughey. Ouais, ça dépend si on prononce. Voilà. Bon, voilà. Je vous laisse le débat ouvert. Les internautes, en tout cas, s'en amusent. Vous avez vu cette photo, alors on va peut-être la revoir. Il dit à Léo dans l'oreillette: je vais tuer tous ceux que tu aimes. Tout simplement, voilà. Bon perdant. Voilà. Et donc, alors je sais pas si on l'a, mais je voulais finir par la merveilleuse prestation de notre Virginie Khalifa nationale cette nuit sur le tapis rouge. Je ne sais pas si on l'a. Bah non, on l'aura pas. C'était la chute de Jennifer Lawrence. C'est dommage. Vous voulez que je... Non, vous m'avez saboté. Pour pas que je la montre. Voilà, en tout cas, sur Twitter, il y a énormément de réactions. C'est aussi devenu un événement Twitter, au-delà d'un événement audiovisuel. On commence à en avoir l'habitude. Ah bah voilà, on le voit là. C'était Virginie Khalifa. Pas moi. Si, c'est Virginie Khalifa cette nuit sur les... non, vous êtes trompé, c'est Jennifer Lawrence, mais c'est pas grave. Mais vous ressemblez. C'est voilà, parce qu'il semble y avoir aussi une malédiction. Oui, de la robe rouge. Vous avez la même grâce, les deux. Et ben voilà, les compliments échangés sur ce plateau. Virginie Khalifa, on reparle d'une de ces images qui font l'histoire et qui vont faire l'histoire, une image historique de ces Oscars. Une image historique de ces Oscars. Les premières émissions. Ah, les premières émissions. Non, mais parce que j'en ai beaucoup là en tête. Alors, oui, non, mais ça faisait partie de mon quiz. Mais vu qu'on m'avait coupé tout à l'heure, alors je voulais savoir quand est-ce qu'avaient eu lieu les premiers Oscars à la télévision. Eh bien, en 1953, mais vous n'êtes pas à jour. Franchement, je suis assez étonnée. Alors, ça s'est passé en 1953, et puis on a les images, donc on va regarder tout de suite. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences 25th Annual Academy Awards. Now, ladies and gentlemen, you are looking west on Hollywood Boulevard. Perhaps population changes have swung the motion picture industry away from this historic street somewhat, but it will always remain a little bit of nostalgia and memory, something like 42nd Street and Broadway. Here are the stands, and there is the marquee. And down there in front of the theater, to a group of people still coming in, Tony Curtis and Janet Leigh, Margin Gower champion, Leslie Caron and her husband, Mr. Hormel. Here in the Pantages tonight is the world's most glamorous audience, nearly 3,000 strong, all waiting to see the Oscars handed out, and almost all are either rooting for friends or keeping their fingers crossed for themselves. Perhaps if you look closely, and there you can see some of your favorites. Voilà, et depuis, pour le plus grand plaisir de la robe rouge de Jennifer Lawrence, on a voilà, la couleur. Donc c'est ça, il n'y avait pas encore les couleurs à l'époque, ça s'est passé le 19 mars 1953, c'était en noir et blanc, et puis un peu plus tard, plus précisément en 1966, eh bien on a eu les premières images des Oscars en couleur, et je les ai trouvées, donc je vous propose de les regarder.
c'est sur ces jolies images qu'on va se quitter. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Virginie, on termine comme d'habitude. On termine avec un petit cadeau et c'est Pharrell qui a été nominé aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale grâce à son titre Happy que tout le monde connaît. C'était dans Moi, Moche et Méchant 2. Je vous propose tout de suite peut-être de terminer en musique. Excellente journée à vous. It might seem crazy what I'm about to say.